c'est pas vrai! Mais qui est le con qui laisse toujours ce message sur mon ordinateur? Je me suis fait hacker ou quoi? Gustave, je le savais! Banane. Les films adaptés de comic book. Voilà un concept à la mode, n'est-ce pas? Marvel et DC se sont lancés une bataille pour savoir qui amassera le plus vite l'équivalent du PIB de l'Allemagne, et bien qu'il semblerait que Marvel soit en train de gagner, il est indéniable que l'empire marketing du comic book domine désormais l'industrie du cinéma, depuis notamment le film de DC, The Dark Knight. Désormais, cette image seule suffit à faire mouiller les fans jusqu'en 2020, ce qui, je dois admettre, est impressionnant. Pour couper court à tout débat, je suis un aficionado ni d'une société ni de l'autre. J'ai apprécié des créations des deux camps. Iron Man pour Marvel, Dark Knight pour DC, et je n'ai pas aimé des créations des deux camps. Superman Returns pour DC, Agents of Shields pour Marvel. D'ailleurs, ce dernier, il est possible qu'on en reparle un jour. Une autre chose qu'il faut également admettre, les films tirés de comics sont bien meilleurs qu'auparavant. Une des raisons pour laquelle c'est vrai est que la technique a été maîtrisée, en particulier l'image de synthèse. Il suffit de comparer Hulk à travers les âges pour s'en rendre compte. Quoiqu'on peut encore trouver des couacs par-ci par-là. Green Lantern. Mais la raison pour laquelle ces films sont bien meilleurs est que les créateurs comprennent mieux le matériel source et n'hésitent plus à le modifier pour améliorer les personnages déjà existants. Exemple, Harley Quinn a été créée pour Batman le dessin animé de 91, pas le comic. Depuis, on la voit absolument partout. Sachant cela, Marvel et DC, mais surtout Marvel, ont décidé de rassembler tous leurs personnages sous l'égide d'un univers cinématographique. Et là, en revanche, il y a encore un peu de boulot. L'ennui d'un univers, c'est que c'est vaste. Du coup, l'écriture des films Marvel va de plus en plus se complexifier. Et ça se ressent déjà dans des films comme Iron Man 3, où le comportement de Tony Stark est une conséquence directe du film Avengers, et pourtant, aucun des 10 Avengers ne pointe le bout de son nez quand Tony est dans la Paname. Où sont-ils? Si, j'en crois. Ma vieille expérience. Je crois bien qu'ils sont partis. Ce genre de critique est valide et résulte avant tout d'un problème d'écriture, mais soyons honnêtes, c'est déjà un vrai défi en soi. En revanche, Iron Man 3, puisque c'est notre exemple, a subi des critiques un peu plus injustifiées, à savoir... Mais ils ont détruit le personnage du mandarin, c'était une telle icône, Oui, messieurs, dames, c'est vrai, une minorité pleure dès qu'on change quoi que ce soit dans leur comic favori. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Transformer un matériel source pour y ajouter sa vision. Pour mieux comprendre comment une adaptation se forme, intéressons-nous à un film, Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim vs. The World, ou Scott Pilgrim en français, est un film sorti en 2010 avec Michael Cera et Elizabeth Winston, réalisé par Edgar Wright, le même gentilhomme qui a, entre autres, réalisé Hot Fuzz. Avant toute chose, je vous assure que Scott Pilgrim est un excellent film et je vous invite à le regarder. Maintenant, Scott Pilgrim est une adaptation du comic book du même nom en 6 volumes, et on va comparer les deux. L'histoire de base est la même dans le film et le comic. Scott Pilgrim, joué dans le film par Michael Cera, est le plus paumé des jeunes adultes canadiens jusqu'à ce qu'il rencontre, puis fréquente, Ramona Flowers, jouée par Elizabeth Winston. Pour la conquérir, il devra vaincre ses 7 ex maléfiques, alors qu'il essaie en même temps de rendre son groupe de musique célèbre. Par sa nature, un film ne dure que 2 heures, 2 heures et demie grand max. L'adaptation cinématographique condense donc l'histoire sur quelques jours, là où dans le comic, elle s'étale sur un peu plus d'1 an. Du coup, là où ce dernier permet de développer tous ces personnages, ils sont mystérieusement absents ou réduits dans le film. Par exemple, au début,
on voit Scott parler à un dénommé Como, sous prétexte qu'il connaît tout le monde, et il n'est plus jamais référé une seule fois dans le film. En revanche, dans le comic, il n'apparaît certes pas très souvent, mais son incroyable talent à connaître tout et tout le monde lui vaut un mini spin-off dans le tome 4 appelé The Uncanny Como, une référence au Uncanny X-Men. Et puisqu'on est sur le sujet, si jamais vous avez besoin de faire une inside joke, faites comme Scott Pilgrim et pas comme X-Men. Je m'explique. Les Nintendo maniaques auront reconnu une musique de Zelda. Inside joke, néanmoins. Ceux qui n'ont pas reconnu seront quand même divertis par la musique, somme toute mélodieuse. Maintenant comparons à X-Men. Osez sortir avec ça sur le dos. Et qu'est-ce que tu préfères? Une combinaison jaune? Là, si vous n'avez pas saisi la blague, allez vous faire mettre, je présume. Mais pour en revenir au sujet, le cœur de Scott Pilgrim, c'est que, malgré un univers déjanté et surréaliste, on nous raconte avant tout l'histoire d'une bande de jeunes dans leurs péripéties tous les jours. Et bien que le film enlève 80% de la substance des univers, des personnages et des sous-intrigues, l'esprit reste. Et pourtant c'était pas gagné, parce que dans la BD, chaque personnage est développé et possède ses propres rêves et motivations. Ce film se doit d'être plus centré à cause de son format court. Du coup, tous les personnages tournent autour de Scott. Malgré tout, les sous-histoires secondaires y sont très fortement suggérées. That time you dumped Kim. Okay, me and Kim are all good now, all right? Et puis, il y a ces moments où le film n'a pas peur de réinventer le matériel source. Il y a une scène où le groupe de Scott se bat musicalement contre deux ex-maléfiques jumeaux. Une scène très artistique où les ondes sonores se transforment en dragons et en yétis. Devinez quoi? Elle n'existe absolument pas dans le comic. Dans le bouquin, les frères jumeaux sont des étudiants en robotique qui envoient leur création tuer Scott. Le film, néanmoins, prend avantage de sa nature et de ses choix scénaristiques et nous offre des scènes complètement originales. Et pourtant, l'esprit véhiculé reste le même. Et c'est à mon sens le mot clé d'une adaptation réussie, l'esprit. Peu importe que les scènes musicales consomment un temps précieux qui aurait pu être utilisé pour présenter des personnages sympathiques et hilarants, comme le père de Niles ou le batteur ninja avec un bras bionique du groupe d'Envy. Sérieusement. Tome 3. L'histoire de Scott Pilgrim, c'est aussi l'histoire du groupe, et on est heureux de pouvoir la suivre. Et quand le film se permet de réinventer le matériel source, comme avec la bataille musicale, personne ne s'agite, car instinctivement, on sait que ça correspond à l'univers de Scott Pilgrim. Vous pouvez reprendre, réorganiser ou réinventer le matériel source, l'important c'est de le comprendre pour mieux l'émuler. Mais réorganiser, pas trop, n'est-ce pas la boussole d'or? En fait, c'est comme une recette de cuisine. Si vous suivez la recette, le moindre oubli ou la moindre erreur de dosage peut ruiner le résultat final. En revanche, si vous comprenez ce que chaque ingrédient apporte au résultat, il sera très facile d'améliorer la recette et votre plat en définitive. Tout ça pour en revenir à Marvel et DC. Aucun des deux n'a vraiment reçu le mémo, à l'exception peut-être d'une franchise en particulier, et c'est Batman. Bien sûr, il y a des entorses à la règle, mais comparez seulement le Batman de Tim Burton et The Dark Knight. Les deux films laissent des impressions diamétralement opposées. Et pourtant, les deux films ont été des succès critiques et populaires. Le Joker interprété par Jack Nicholson et celui joué par Heath Ledger, paix à son âme, n'ont clairement pas le même caractère, la même mentalité et les mêmes motivations. Mais les deux fonctionnent dans l'esprit même de ce qu'est Batman, parce qu'il demeure l'opposé du héros. D'un autre côté, le mandarin d'Iron Man 3, puisque ça a l'air d'être le fil rouge de notre vidéo. Étant donné que je me suis moqué des critiques à son encontre, voyons voir maintenant pourquoi elles sont justifiées. Dans Iron Man 3, le mandarin est plus sultan du califat que Mao Tse-tung 2.0, mais le personnage est censé être un paria de la société occidentale, qui vit par son propre code et inspire la peur. Le film respecte cela jusqu'à la chute, et c'est là où ça tourne un peu au vinaigre. Voilà le problème. La chute est très intelligente, mais elle brise l'esprit du personnage et ça devient impossible de le prendre au sérieux.
Tout ça pour dire, l'esprit est vital. Vous pouvez faire que votre méchant soit un adolescent revanchard, tant que ça colle avec l'univers, l'auditoire l'accueillera à bras ouverts. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Scott Pilgrim vs. The World. Et Dieu sait que le comic est bien plus complet et satisfaisant que le film, mais ce dernier est pardonné, parce que Gideon, oui spoiler, c'est le méchant, en plus d'être un gros vilain, n'oublie pas qu'il doit être un adolescent. Donc voilà la conclusion de ma plaidoirie. L'univers, l'esprit, ce sont des choses qui doivent être respectées et doivent être comprises avant de scripter quoi que ce soit. Mais ça, je l'ai déjà dit au moins 15 000 fois. D'ailleurs, cet épisode est très mal scripté. Mais je m'absous moi-même. Après tout, la répétition, c'est l'essence même de la comédie. En parlant de comédie... Les films tirés de comics sont bien meilleurs qu'auparavant. Une des raisons pour lesquelles c'est... Une autre chose qu'il faut également admettre, les films tirés de comics sont bien... Max... on le voit, mais oui, mon Max, salut toi.